Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison des Héros Anonymes. Bonjour à tous, Chantal Doré au micro pour une émission spéciale des Héros Anonymes sur la crise de l'itinérance. Si vous êtes un auditeur fidèle de Canal M, vous avez certainement eu l'occasion d'entendre plusieurs entrevues cette semaine sur cette problématique sociale qui malheureusement prend de l'expansion. Si vous êtes un auditeur fidèle également de notre émission, vous savez que depuis plusieurs semaines, nous avons eu l'occasion de recevoir des invités qui malheureusement aussi prennent leur place dans cet échiquier qui est en train de s'organiser autour de l'itinérance parce que vous l'aurez constaté avec entre autres la crise de l'immigration, la crise du logement, il y a des personnes en situation d'itinérance qui ne sont pas nécessairement celles auxquelles on pourrait penser a priori. Le visage de l'itinérance se diversifie, se complexifie et c'est malheureux, mais on essaie à ce micro de voir qui sont les organismes au moins qui sont là pour tenter de répondre aux besoins de ces personnes et qui essaient de pouvoir esquisser quelques solutions pour gérer cette crise. Il y a toutefois des organismes qui sont des pionniers en la matière et aujourd'hui, je reçois 2 de ces organisations. La Rue des Femmes et l'Accueil Bonneau, qui existe depuis 146 ans. Alors, c'est avec beaucoup d'honneur que je vais recevoir la directrice générale dans quelques instants de l'Accueil Bonneau qui s'inscrit vraiment dans notre histoire ici à Montréal. Donc, une courte pause et on reçoit Fiona Crossling. Il y a de ces organisations dont on peut dire qu'ils ont bâti Montréal. Ils représentent la toile de fond de la vie communautaire et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir la directrice générale de l'un de ces organismes, Fiona Crossling, et c'est l'Accueil Bonneau qui a 146 ans. Effectivement, on est là depuis très longtemps et c'était les sœurs qui étaient les bâtisseuses de cette institution québécoise maintenant qui est là depuis presque 150 ans, comme vous venez de dire. Et on est très reconnaissants parce que de nos jours, on voit que le besoin est encore plus criant que jamais. Oui, malheureusement, ça nous a amené ici à Canal M à faire une semaine spéciale sur la crise de l'itinérance parce que, comme je le disais en introduction, on est obligé de constater que le visage de l'itinérance se complexifie, se diversifie. Et vous étiez là, en fait, il y a 146 ans parce que malheureusement, cette situation était déjà là. Et on va tenter de comprendre dans l'entrevue un peu comment, justement, la situation des personnes en situation d'itinérance, en fait, ou en voie de l'être, s'est modifiée avec le temps. Donc, replongez-nous un petit peu là, dans l'histoire, il y a 146 ans. Premièrement, si j'ai bien compris, le Bonneau, c'est dû en hommage à l'une de ses sœurs grises? Effectivement, donc... ce sont les Sœurs Grises qui ont vraiment construit l'œuvre parmi plusieurs autres œuvres importantes à Montréal. Et dans le temps, on appelait ça le vestiaire des pauvres. Pas un très bon nom, on n'aimerait pas ça aujourd'hui. Mais c'est devenu vraiment l'Accueil Bonneau parce que les usagers, les gens qui venaient tous les jours chercher de l'aide à l'Accueil Bonneau dans le temps, voyaient toujours la sœur Bonneau. Et donc, on disait de plus en plus, je vais chez sœur Bonneau.
Je vais à Bonneau. Alors, c'est comme ça que c'est devenu l'accueil Bonneau. Et même la petite ruelle qui est à côté de l'immeuble s'appelle la ruelle Bonneau. Et c'est, malgré le fait que Sœur Bonneau n'aurait vraiment pas aimé ça, ça s'appelait la ruelle Friponne dans le temps. J'avoue que elle comme n'aimait conversion. pas ça, donc elle a contacté la ville pour dire, est-ce qu'on peut pas changer le nom? Et étant une personne qui ne cherchait vraiment pas l'attention, elle a laissé ça à la ville qui ont répondu, d'accord, on accepte votre demande, puis on l'a renommée la ruelle Bonneau. Alors, vous comprendrez que quelqu'un qui était assez humble n'était pas très contente avec la conclusion, mais au moins, on a changé le nom. Et c'est comme ça que l'accueil Bonneau est devenu l'accueil Bonneau. Et donc, on remercie Rose Lima de tout cet investissement. Mais est-ce qu'elle avait un visage particulier parce que c'était l'œuvre des Sœurs Grises, mais elle se distinguait d'une certaine manière, Rose Lima? En 2023, on a sorti un livre qui s'appelle « Ces femmes qui ont enfanté Bonneau » par France Poirier. Puisque Mme Poirier fait dans son livre, elle trace l'histoire de l'accueil Bonneau à travers toutes ces femmes incroyables qui ont travaillé auprès de l'accueil Bonneau ou au vestiaire des pauvres, si on utilise un des anciens noms. Et Sœur Bonneau était à la tête de l'accueil Bonneau entre 1909 et 1925. Donc, c'était une période qui avait quand même son lot de problématiques dans la société, incluant la Première Guerre mondiale, incluant des niveaux de pauvreté assez intenses. Alors, elle était reconnue pour, je pense, sa persévérance. Tout le monde la connaissait parce que non seulement elle répondait aux besoins du terrain, puis elle connaissait les gens, elle les rencontrait à tous les jours, mais elle se promenait dans les rues, puis elle allait vers les commerçants pour les impliquer dans le travail de l'accueil Bonneau. Donc, tout le monde la connaissait, autant les voisins que les usagers du service de l'accueil Bonneau. Et ici, l'émission s'appelle « Les héros anonymes » parce qu'on veut mettre en lumière, mais je sais que les communautés religieuses ont toujours voulu faire preuve d'humilité puis mettre plus la cause et le service, la dévotion au premier plan plutôt qu'elle-même. Absolument. Et l'autre chose, c'est que même lorsque l'organisme est devenu laïque, c'est parce que l'accueil Bonneau a toujours évolué selon les besoins de l'époque. Oui. Alors, le livre trace aussi les différents besoins, mais aussi les réponses. Alors, on est là aujourd'hui en 2024 avec des besoins qui sont particuliers. Alors, l'accueil Bonneau continue d'évoluer selon les besoins des personnes qui viennent vers nous pour de l'aide. On va essayer de camper un peu ces différents blocs dans l'histoire parce que c'est important de voir qu'en ce moment, effectivement, c'est la conjoncture, la situation qui fait qu'il y a une crise en ce moment. Donc, on va en parler également. Mais je veux comprendre un peu, au départ, on dit le vestiaire des pauvres. Est-ce que c'était parce qu'on répondait d'abord à un besoin vestimentaire ou c'est simplement... Il y avait aussi la notion que les gens ont encore de l'accueil Bonneau d'une soupe populaire. Oui. Donc, éventuellement, des centaines de personnes qui se présentaient tous les jours pour simplement manger. Selon l'époque, c'était des personnes qui n'avaient pas d'emploi. Pendant la dépression, par exemple, il y avait de plus en plus de pères de famille qui venaient pour que le peu de nourriture qui restait à la maison allait aux enfants. Alors, selon l'époque, je pense que les besoins ont changé, mais il y avait toujours le besoin de nourriture, un besoin fondamental, de base fondamentale, de vêtements, évidemment, mais aussi plusieurs malades, des personnes qui venaient pour des soins. Puis, à la base, les sœurs allaient dans les rues, dans les ruelles, dans les... C'était des travailleuses de rue. Absolument. Alors, il y a des choses qui n'ont pas changé du tout. C'est juste la façon de faire. Alors, nous avons une équipe aujourd'hui de milieux qui font un travail
extraordinaires. Ils vont dans tous les petits coins où se trouvent les personnes qui sont vraiment dans des situations de détresse humaine importantes, pour essayer de les rejoindre avec les services dont ils ont besoin. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner de façon inclusive. Donc, je suis encore plus important qu'on soit là à Canal M, parce que vous avez vraiment une mission d'inclusion. Une mission d'inclusion, mais nous aussi, c'est d'accompagner de manière inclusive les personnes à risque ou en situation d'itinérance vers un logement. Donc, on parle de logement et une plus grande autonomie et l'épanouissement. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à un logement aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui voudraient que ça. Mais des personnes qui ont passé beaucoup de temps dans la rue, c'est un processus de réaffiliation que ça prend. Alors, on accompagne les gens dans ce processus et c'est ce que les sœurs ont toujours fait aussi. Vous dites le mot réaffiliation. C'est un terme qu'on entend de plus en plus, des affiliés et autres. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est bon d'en parler parce que c'est un mot qui est pas facile à dire et je pense pas que c'est un mot qu'on utilise dans notre quotidien. Mais c'est quand même un mot juste parce que quand on est désaffilié, ça veut dire qu'on perd nos affiliations, on perd nos connexions avec les autres. On peut rencontrer des gens à l'accueil Bonneau qui n'ont pas eu une conversation avec un autre être humain depuis 2 semaines. Ouais. Moi, si ça m'arrive de ne pas parler avec quelqu'un pendant quelques heures, je me sens un peu isolée. Ouais. Alors, une désaffiliation veut dire qu'on n'a plus de famille, on n'a plus d'amis vraiment proches. Il n'y a plus quelqu'un qui... Tu sais, on peut poser une question à vous ou à moi. Donnez-nous un numéro de personne contact en cas d'urgence. Et de ne pas savoir. Et de n'avoir personne à nommer. Et donc, quand on est désaffilié, ça veut dire qu'on a perdu son logement, on a perdu ses relations proches, on a perdu son emploi, on a tout perdu. Alors, quand on parle de réaffiliation, ça prend du temps à se réaffilier, à se reconnecter. Et c'est vrai pour nous tous. Alors, si ça fait longtemps qu'on est déconnecté ou qu'on est en situation d'itinérance, plus long, parfois, ça va prendre pour se reconnecter et retrouver son sens, le sens à sa vie et de se reconstruire. Et on dit de se reconstruire parce que c'est pas l'accueil Bonneau qui reconstruit quelqu'un. C'est la personne qui a son projet de vie. Et donc, notre rôle, c'est vraiment simplement de l'accompagner, de l'aider à choisir ce qu'il veut faire dans sa vie, puis l'aider à trouver les moyens pour s'y arriver. On recevra aussi la rue des femmes et je sais qu'elles ont développé aussi toute une perspective autour de prendre un peu du recul aussi par rapport à Logement d'abord parce que tous les stigmates, les traumas que certaines personnes ont eus font que même avoir un logement, ça devient difficile d'être encadré à ce point. Absolument. Puis Logement d'abord, c'est une approche qui est vraiment préconisé par l'accueil Bonneau, puis on est membre du mouvement pour mettre fin à l'itinérance. Donc, Logement d'abord, on y croit beaucoup, mais Logement d'abord ne veut pas dire logement, point. Ça veut dire que, vu ce processus de réaffiliation, ça prend un accompagnement. Alors, là, on peut entrer dans tous les défis financiers et structurants qui viennent avec ça, mais ça prend à la fois l'offre d'un logement, un loyer abordable et un accompagnement psychosocial. Donc, juste ces 3 choses-là, on vient de nommer une fortune qui est nécessaire pour régler le problème. Si on replonge un petit peu, là, souvent, on avait la vision des personnes en situation d'itinérance. Bon, vous avez parlé de la guerre, vous avez parlé de la Grande Dépression aussi. Il y a eu le crash économique qui a amené les choses. Au niveau de l'aide sociale, on n'était pas non plus on n'était pas là. L'État n'était pas soutenant. C'était vraiment, je pense, les congrégations religieuses là, qui avaient
une grande présence. Puis on le voit, il y a tout plein d'organismes communautaires aujourd'hui qui ont été repris par, je pense, aux Filles d'Isabelle et autres. C'est maintenant des organisations laïques qui ont repris tout ça. Mais une des visions, il y avait toute la question de la désinstitutionnalisation. Donc ça, c'est souvent une image qu'on avait donc de personnes qui étaient en institut psychiatrique et que... Racontez-nous un peu. Ouais. Donc, je pense derrière cette désinstitutionnalisation-là, on veut que toute personne puisse vivre sa vie et pas enfermée. Oui, en liberté. Enfermée dans sa vie. Exact. On veut être libre. Alors ça, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on envoie les gens n'importe où, sans soutien, sans les moyens, ben pour n'importe qui, ce serait extrêmement déstabilisant. Ça devient une liberté quasiment empoisonnée parce qu'on n'a pas les repères pour y faire face. Mais je ne dirais pas que c'est mieux de les vraiment pas de garder les gens emprisonnés ou dans des institutions. Mais avec le temps aussi, on a parlé de déconnexion. Cette déconnexion qui existe dans notre société, c'est pas réservé aux personnes en situation d'itinérance. Non, j'ai envie de vous dire, il y a des personnes âgées qui ont un logement et qui la seule personne à qui elles ont parlé, c'est à l'épicerie durant ces 2 semaines-là. Exactement. Et on voit de plus en plus de personnes âgées en situation d'itinérance qui est excessivement dérangeant et difficile. Qui vivent dans leur voiture, et ça, c'est récent. Exactement. Alors, je pense que cette déconnexion est un problème sociétal qui a un impact sur la santé mentale de toutes les personnes et qui peut amener à des problèmes de santé mentale graves. Alors, si on parle de santé mentale, les gens souvent pensent que c'est des problèmes de santé mentale qui mènent à l'itinérance. Mais c'est vraiment le traumatisme que tout le monde peut vivre dans sa vie, non réglé, non traité, qui mène à des problèmes de santé mentale. Et souvent, l'itinérance arrive à cause de ce traumatisme. En plus, l'expérience de vivre dans la rue ajoute des traumatismes importants. Alors, oui, il y a un lien, mais je ne serais pas prête à dire qu'on aimerait retourner aux années où on pouvait mettre n'importe qui en institution pour n'importe quelle raison. Comment vous qualifieriez l'évolution de l'approche en accompagnement depuis toutes ces années? Qu'est-ce qui fonctionne mieux? Qu'est-ce qu'on a décidé d'abandonner parce que on s'est rendu compte que ça obtenait moins de résultats? Ça, c'est une excellente question parce que vous avez raison. L'accompagnement a évolué. Je dirais que dans autre temps, on était beaucoup dans le faire pour quelqu'un. Maintenant, on est beaucoup dans les personnes qui se disent nothing about us without us. Rien nous concernant sans nous, parce que ça nous appartient, notre processus, notre projet de vie. Et je dirais que l'accompagnement a donc évolué aussi. Les intervenants qui travaillent à l'accueil Bonneau vont jamais dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il devrait faire avec sa vie, mais ils vont leur poser des questions. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Pour vous, qu'est-ce qui serait un pas en avant? Et on va les aider à prendre ce pas. Est-ce que c'est difficile de nommer des rêves quand ça fait tellement d'années qu'on y a plus accès? Parfois, mais je dirais que les rêves peuvent être simples comme ils peuvent être très complexes. Et les rêves simples qui sont réussis donnent le courage et le désir pour en avoir d'autres. Des petits pas. Exact. Et c'est là où c'est tellement important de dire que les personnes en situation d'itinérance sont comme vous et moi. Nous, parfois, on a de la misère à contrôler notre consommation. On a la difficulté à bien faire notre travail. On a des problèmes de conflits en famille. Alors, un petit pas à la fois, puis on a tous besoin d'aide et c'est pour ça que les organismes comme l'Accueil Bonneau offrent cet accompagnement-là, mais c'est vraiment pour arriver aux rêves et
à l'espoir de la personne et non de nous à l'accueil. Mais vous avez raison de le nommer et après la courte pause, on va continuer un petit peu à approfondir en ce sens-là, mais je me rappelle très bien d'avoir été à une lumière et de voir, parce que là, ça, c'est un autre visage, l'itinérance, bon, les squeegees, on disait les squeegees aussi qui sont là, et de me dire la différence entre cette personne et moi, j'ai accès à des ressources. Mais on en vit tous des moments difficiles et je me disais, j'ai une marge de crédit. C'était un moment dans ma vie d'entrepreneur où c'était plus difficile et je me disais, si j'avais pas eu accès à une marge de crédit, j'avais la capacité de m'endetter. Mais quand on n'a pas du tout accès à ça, c'est vrai que le chemin est absolument fou. Et même si on a accès à cette marge de crédit-là, j'ai rencontré un de nos résidents, puis son visage me disait quelque chose. Puis après avoir creusé un petit peu, on se parlait. Il a fait son bac en même temps que moi. Ah oui. À la même institution. Wow. Il a fait sa maîtrise en même temps que moi à la même institution. Puis il a réussi une carrière en finance assez intéressante financièrement. Alors il avait tous ces soutiens-là. Il est tombé malade suite à un épuisement professionnel. Et il n'a jamais repris sa santé. Et finalement, il s'est ramassé à la rue. Alors, ce que vous dites est tout à fait vrai. Il y a pas de différence entre... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film « Le temps d'un été », où c'est un curé qui décide d'amener toutes les personnes qui sont autour du presbytère parce qu'il sait que le presbytère va fermer. Il les amène dans un village et tranquillement, les personnes en situation d'itinérance qui sont hébergées au presbytère se dévoilent et on entend toutes sortes d'histoires de ça. Il y a Guy Nadon qui joue un avocat plaideur qui était très connu et qui, effectivement, tout à coup, lui, il y en a que c'était des problèmes de jeu, des problèmes d'alcool, qui ont tout perdu, leur famille. Absolument. Puis, exactement. Il faut vraiment pas voir de différence entre nous, mais il faut aussi investir en tant que société parce que ce qui est dérangeant pour moi, c'est de voir que notre société, qui est si riche vraiment, n'arrive pas à s'occuper aux personnes les plus vulnérables. Et je pense que dans certaines cultures et à certaines époques, on voyait les gens selon leur classe, mais là, on n'est pas comme ça au Québec. Tout le monde est égal, tout le monde a droit aux services, mais les personnes les plus vulnérables ont le moins d'accès aux services de soins de santé, par exemple, au loyer décent, logement abordable, etc. Alors, c'est comme notre société est à l'envers. Et on a à l'envers dans quel sens? À l'envers, en voulant dire que si on s'assurait que les plus vulnérables de la société recevaient les éléments essentiels de la vie, comme un logement, la nourriture, l'accompagnement, soins de santé, etc., on ne comprend pas que économiquement, ça coûterait moins cher à la société et ça rendrait la société plus riche physiquement en termes de qu'est-ce qu'on a comme ressources, mais aussi plus riche en termes de relations et de bien-être. Alors que avec notre système capitaliste, et je suis pas contre le monde des affaires, au contraire, j'ai étudié en administration et en affaires, mais c'est que on n'investit pas dans les personnes qui sont les plus vulnérables. Et c'est un excellent investissement pour la société. Oui, mais vous le dites, c'est un investissement, mais j'ai déjà reçu à Canalem des gens qui ont été ministres et qui ont tenté des approches préventives et qui n'ont jamais réussi à faire tourner la machine. Et on entendait des chiffres qui étaient à moins de 5% en prévention. Et pourtant les chiffres, ils sont là pour dire que c'est un investissement. Exact. Qu'est-ce qui et fait non qu'on seulement le fait pas, en itinérance, même en santé. Exact. Si on investit dans la prévention, on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'il explique en termes de l'itinérance, et probablement dans tous les autres enjeux de la société aussi? C'est un alignement
entre l'ensemble des paliers gouvernementaux et le peuple et les organismes. Donc, on est quand même bien au Québec où l'Union des municipalités, les maires sont d'accord sur une approche de logement d'abord. Les organismes principaux qui œuvrent en itinérance à Montréal, nous sommes tous d'accord. On a des réponses, on a des solutions. Où on voit les sociétés qui ont réussi à réduire à presque zéro l'itinérance chronique, c'est des pays où les différents paliers gouvernementaux se sont mis d'accord sur une vision claire. Quel pays, par exemple? Ben, en Finlande, c'est toujours la vedette. La Scandinavie, hein? Mais dernièrement, j'étais dans un voyage d'études avec le porte-parole de la Fondation Y à Helsinki. Puis on voit même là qu'avec un changement gouvernemental plus à droite, on voit moins d'intérêt pour maintenir cette vision. Alors ça fait peur parce qu'ils ont réussi. Alors ça nous dit que oui, on peut se mettre d'accord sur la vision, on peut travailler fort, on peut l'accomplir, mais il faut persévérer puis maintenir cette vision en tout temps. Puis il n'y a pas en ce moment un virage, puis ça va être pas mal notre dernière question. Puis vous avez vu, je vous ai gardé, c'était trop intéressant, on n'a pas fait de pause. On le voit là, au niveau de la crise du logement, entre autres au niveau de la crise de l'immigration. On a reçu à cette antenne beaucoup d'organismes qui ne vivent que des dons du public pour nourrir les nouveaux arrivants, alors qu'au gouvernement fédéral, et on fait entrer des migrants ici qu'on n'arrive pas à nourrir. Donc, est-ce que dans cette crise-là, il n'y a pas une opportunité de s'aligner une fois pour toutes? Oui, la question de l'immigration est importante, pas parce qu'on ne veut pas d'immigrants. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et à l'accueil Bonneau, à un certain moment durant l'hiver, on était inondés avec des demandeurs d'asile. Ce qui faisait en sorte qu'on n'avait presque pas la capacité de répondre aux personnes en situation d'itinérance. Alors, on a fait appel à nos collègues qui travaillent dans ces organismes-là. Mais à la base, le problème, c'est un manque de logement. Et là, dans les années 80-90, le gouvernement a juste cessé d'investir dans le développement de logements sociaux et abordables sur une base régulière, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas assez. Et la condition de certains logements, c'est Fiona, on entend votre message et j'espère vraiment qu'avec cette semaine-là sur l'itinérance, on verra cet alignement-là pour faire en sorte qu'on ait un meilleur mieux vivre ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Fiona Crossling de l'Accueil Bonneau. Un grand merci. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Cette semaine à Canalem, on a une programmation vraiment spéciale qui est tournée sur l'itinérance, qui est malheureusement un phénomène qui prend de l'ampleur, qui connaît une progression sans nom. On a la crise du logement, bien entendu, mais il y a toutes sortes d'autres facteurs qui expliquent l'itinérance et ça nous tenait à cœur de pouvoir aborder aussi le point de vue des femmes sur l'itinérance avec un organisme qui est là depuis longtemps, qui va aussi pouvoir un peu nous brosser l'évolution de l'approche en itinérance. Et on a donc le plaisir de recevoir Anne-Gaëlle Whiteman de la Maison Jacqueline, qui est l'un des projets de la Rue des Femmes. Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour. Alors, la Rue des Femmes, moi je le dis en partant, c'est mon ex-belle-maman qui m'a fait connaître cette œuvre importante. Elle a été intervenante à la Rue des Femmes il y a déjà 13 ans et j'étais déjà très impressionnée de ce que vous faites parce qu'on entend peu les organismes qui sont vraiment dédiés aux femmes itinérantes. Mm-hmm. Oui, puis pourtant... il y a presque un petit peu plus qu'un tiers des personnes qui sont en état d'itinérance qui sont des femmes. Et dans les dernières années, on a surtout fait des hébergements d'urgence mixtes qui répondent pas du tout aux besoins des femmes. Donc c'est important qu'on puisse garder cette spécificité qui leur revient afin d'assurer le plus de sécurité possible, quoi, et de soins.
Bien, vous parlez du tiers et je lisais dans le dossier de presse que c'est seulement 13% des lits qui leur sont accessibles. Donc, il y a là un écart en partant, mais il y a aussi la réalité propre aux femmes qui ne se sentent pas toujours en sécurité. Exactement. Puis, il n'y a pas assez de lits déjà pour répondre au nombre de femmes qui sont en état d'itinérance. Et dans les espaces mixtes, eh ben, même si dans certains endroits, il y avait des espaces qui étaient réservés pour les femmes, mais à un moment donné, les entrées-sorties font que tout le monde est mélangé. Beaucoup de femmes se disent être agressées dans ces endroits-là, de se réveiller dans leur petit cubicule avec un homme qui est à côté d'elles en train de les regarder dormir, qui se sont fait agresser à l'extérieur, ou même qui doivent partager l'air qu'elles respirent avec des hommes qui les ont déjà violées ou battues à l'extérieur et qui se retrouvent à devoir dormir dans le même si c'est un grand espace. Ça reste que c'est impensable. C'était très, très, très touchant de préparer cette entrevue parce que je réalisais à quel point elles sont en situation de survie en partant, mais il y a cette réalité-là propre aux femmes d'avoir peur de subir des agressions à laquelle je n'étais pas autant sensibilisée. Oui, les femmes dans la rue sont des proies, forcément. La nuit, si elles n'ont pas de place où dormir, elles ne peuvent pas se déposer quelque part. Il faut qu'elles marchent toute la nuit pour éviter au maximum, si je peux dire, parce que même ça, on ne l'évite pas, mais des agressions. Donc, elles nous arrivent, leurs pieds sont dans des états épouvantables parce qu'elles sont avec leurs sacs, avec leurs effets personnels, puis elles marchent toute la nuit. Donc, même nous, dans nos centres de jour, on a des matelas de jour qu'on appelle pour les femmes qui n'ont pas eu de place, qui n'en auront encore pas pour la nuit prochaine, de pouvoir au moins dormir pendant la journée dans un endroit en sécurité avec des repas fait maison, de qualité, parce que c'est ça la réalité, c'est ça. Oui, je lisais qu'il y a vraiment des femmes qui n'ont pas nécessairement toujours accès à une douche ou autre, mais qui volontairement s'assure d'être dans une condition que ça pourrait repousser un agresseur. Exactement. De même que des enfants agressés qui vont souiller leur lit en espérant que ça va repousser papa ou mon grand frère ou mon oncle de venir me violer. Donc, dans la rue, c'est la même chose. Ça peut être plusieurs couches de pantalon, ça peut être effectivement de faire pipi dans son pantalon et personne n'est bien là-dedans. C'est pas parce que ce sont des femmes en état d'itinérance qu'elles ne sont pas conscientes de leur situation, mais que ça évite des agressions. Donc, on met tous les moyens en place. Moi-même, je serais la première à faire ça si ça pouvait m'éviter des agressions jour ou nuit. Mais il faut sortir de l'idée de se dire qu'elles ne sont pas conscientes de ça. C'est un moyen de survie. Personne n'est bien comme ça. Une chance que des organismes comme le vôtre existent, mais comme vous le dites, ne sont pas suffisants. Et en préparant l'entrevue, je repensais au film La poursuite du bonheur, quand il y a tous ces gens qui sont dans la rue et à un moment donné, il y a un trait qui se tire, c'est assez pour aujourd'hui. Et on voit le désœuvrement des gens de dire « Où allons-nous passer la nuit? » Mais oui. Et c'est chaque jour comme ça pour beaucoup de personnes. C'est chaque jour comme ça, mais il faut aussi comprendre que l'itinérance, pour nous, à la rue des femmes, ce n'est pas une situation d'itinérance. Parce que si c'était une situation, ce serait réglé, ça ferait longtemps. Il y a un point de départ, il y a des actions concrètes à faire et il y a une résolution, c'est la fin, le problème est réglé. Le nombre augmente et tant que pour nous, c'est une question de santé. Parce que toutes les femmes en état d'itinérance, les hommes aussi, mais on va parler des femmes, ont subi des violences durant l'enfance et sont toutes en syndrome de stress post-traumatique, et tels les vétérans qui reviennent de la guerre, qui ont une maison un peu partout à Laval, Montréal et une famille, ils se retrouvent quand même dans la rue parce qu'ils sont sortis de la guerre, mais la guerre est encore à l'intérieur. La guerre est en et nos femmes, la guerre de leur survie est encore à l'intérieur et ça prend des soins, et on a beau les mettre en appartement, elles ne peuvent pas
Si vivre en appartement, c'est terrorifiant pour elles. Donc, il faut vraiment... nous, on demande au gouvernement et aux instances de commencer à considérer que ce n'est pas une problématique socio-économique, l'itinérance. Ça, c'est un symptôme. Mais qu'il faudrait, comme on l'a reconnu pour les vétérans maintenant, qu'ils ont une panoplie de soins accessibles et qu'on les considère comme tels, comme étant un fait de santé, quoi. Un état de santé, l'itinérance, c'est la même chose. Donc, nous, on parle d'un état d'itinérance parce qu'une fois que cet état-là est guéri, la personne, elle refonctionne. Donc, la différence entre un état et une situation. Voilà. Est-ce que ça se peut qu'il y a des situations qui ont quand même augmenté? On parlait de la crise du logement. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que et d'ailleurs, c'est relativement toutes ces personnes-là qui vont être dans les autres centres d'hébergement et qui occupent des places en programme, c'est-à-dire pendant 3-4 mois, puis qui vont éventuellement pouvoir se retrouver un logement et fonctionner et reprendre leur... Mais quand on regarde toutes les personnes en état d'itinérance visible maintenant qu'on voit, qui sont les cas les plus souffrants de l'état d'itinérance, il ne suffit pas juste de le mettre dans un logement. Le logement est nécessaire, le toit est nécessaire pour tout le monde et c'est un droit. Mais il y a beaucoup de choses à faire pour que la personne puisse y vivre et y rester et se sentir en sécurité. Et c'est là que vous avez déployé ou développé l'approche de la santé relationnelle. Exactement. La santé relationnelle, c'est la capacité d'être en lien avec son sentiment de sécurité intérieure, avec soi et avec les autres. Quand on est victime d'événements traumatiques, on perd ce sentiment de sécurité intérieure. Et c'est ça qu'il faut être capable de guérir, il faut en prendre soin. Donc on a toutes sortes d'ateliers, d'art-thérapie, de danse, de chant, de zoothérapie. Ce sont des ateliers qu'on appelle restructurants ou spécialisés. On a des psychologues, on a des thérapeutes de toutes sortes, des massages. Et tout ça, c'est pour faire libérer. En fait, l'événement traumatique n'est pas le trauma. C'est pas la même chose. Il y a un événement traumatique, mais le trauma, c'est quand les énergies que le corps a déployées pour survivre à l'événement traumatique n'ont pas été résolues. Il n'y a pas eu de résolution, elles n'ont pas été relâchées. Et le stress post-traumatique, c'est ça. Et donc, il faut absolument aller guérir le stress post-traumatique pour permettre aux femmes en état d'itinérance de se reconnecter avec leur plein potentiel qui leur a été volé bien tristement dans l'enfance. C'est une spécialisation que vous avez développée, les chocs post-traumatiques, psychotraumatologie. Oui. Comment vous en êtes venu à développer cette approche? C'est sûr qu'il y avait toute la santé relationnelle, elle fait la santé globale de tout le monde, que ce soit avec la santé physique et la santé mentale. Juste les deux, santé physique et santé mentale, ça ne fait pas une globalité. Oui, on a développé l'approche et puis aussi avec les avancées en neurosciences, on a beaucoup travaillé avec des grands psychiatres de grand renom qui sont des neuroscientifiques et qui, justement, on a pu voir avec les neurosciences, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comme une radio va montrer une fracture. Et avec les neurosciences et les nouvelles technologies, justement, on peut voir tout notre système nerveux autonome et dans le cerveau, ce qui est activé, quand, pourquoi, comment, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on est comme ça. Donnez-nous un exemple de comment les neurosciences ont permis d'apporter un éclairage bénéfique sur la situation. Un exemple, il y a eu un accident de voiture, j'ai plus leur nom exactement. Il y a même on peut voir des images sur Internet, l'activité électrique, si je peux dire, dans le cerveau d'un enfant qui est traumatisé et celui d'un autre qui ne souffre pas d'un stress post-traumatique. On va voir toutes les zones qui sont éteintes dans le cerveau. Parce que le système nerveux autonome protège. Donc, c'est pour ça qu'on va voir qu'il y a des enfants ou des adultes qui vont
tomber dans un mutisme, qui arrête de parler. Ray Charles, quand il a vu son frère se noyer, il est devenu aveugle, mais il n'avait aucun problème au niveau de ses yeux. Quel film donc incroyable. Donc c'est des moyens de survie à l'horreur que le corps déploie, qui va au-delà du rationnel, qui va au-delà du décisionnel. Ça prend le dessus. À l'époque, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose pour Ray Charles, mais les neurosciences n'existaient pas. Mais c'est très intéressant quand on voit ces cerveaux s'illuminer ou s'éteindre. Et donc, comment on peut l'utiliser maintenant pour réallumer Justement, c'est de trouver toutes les formes de thérapie qui permettent de relâcher ces énergies qui sont coincées à l'intérieur. Quand on voit une gazelle, elle se fait pourchasser par le lion. Premièrement, c'est quelque chose dans sa biologie interne qui est attendu. C'est son prédateur, mais elle va courir. Et après, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va trembler comme ça. Et ça relâche les énergies. Est-ce qu'elle va rester traumatisée de cet événement-là ? Non, parce que c'est quelque chose qui fait partie de son écosystème et de la chaîne alimentaire. Par contre, si on la prend... Si moi, je cours dans la savane et je me fais courir par un lion, je risque d'être traumatisée à vie. Mais si on prend la même gazelle et qu'on la bat à coups de bâton et autres, elle risque d'être traumatisée aussi parce que, le corps ne peut pas intégrer ce type de violence-là. Et deuxièmement, probablement qu'elle ne tremblera pas non plus aussi après. Donc le processus naturel du relâchement du système nerveux autonome n'aboutit pas. Et on parlait un peu plus tôt de personnes qui pourraient avoir accès au logement et qui ne le veulent pas, qui se sentent terrifiées finalement par quatre murs. Est-ce qu'il n'y a pas une accoutumation à devoir toujours se débrouiller aussi? Parce que j'imagine que ça l'influe du stress ou d'être toujours sur le qui-vive. Oui. Et là, on passe à une notion de tranquillité, de s'habituer au confort. Ça peut être déstabilisant pour le système nerveux. C'est très épeurant parce que je vais donner l'exemple d'une femme. Elle a passé 10 ans dans la rue et là, maintenant, elle a un appartement supervisé. Elle a passé 2 mois à juste aller dans le corridor, prendre la clé, ouvrir la porte, fermer la porte. Incapable de rentrer dans son studio. Besoin qu'on soit tout le temps là avec elle. Elle a eu beaucoup d'accompagnement. Après, elle rentrait dans l'appartement, elle faisait des crises de panique. Après, c'était toutes sortes de problèmes de nervosité. Et elle a mis, je pense, 4 mois avant d'être capable de rester 1 heure ou 2 dans le studio. Parce que quand on est en état de survie, on vacille constamment entre le combat, fuite, fige. Bon, maintenant, il y a 2 ou 3 autres états aussi, mais on ne rentrera pas là-dedans. Mais donc, n'importe quel stimuli vient réactiver ça. Donc, le voisin qui va venir et qui va dire « tu fais trop de bruit », ben là, elle est réactivée. Donc, ça va être des crises. Ou alors, beaucoup c'est tellement épeurant qu'on va s'assurer que je vais tout faire pour qu'on me mette dehors. Mais là, ça va mieux. Maintenant, elle a un petit chat, donc ça l'aide aussi énormément. Et là, ça fait 1 an, en avril, qu'elle est dans son appartement. Et elle est dans un programme de réinsertion en emploi aussi. Et donc là, ça va très bien. Mais ça a été un accompagnement énorme pour lui permettre. Puis tous les soins on a mis 10 ans à faire des soins avec elle pour qu'elle prenne en main son propre processus de guérison. C'était une femme qui était vraiment complètement dans la rue. Donc, et j'en ai d'autres qui ont eu des appartements avec tout inclus, machin, et qui ont mis des années, qui n'y dorment pas, ou qui ramènent des gens tout aussi souffrante qu'elle. Et bon, ça dérange les voisins. Je pense qu'on comprend mieux, Anne-Gaëlle, en vous écoutant, pourquoi c'est important d'aller à la racine de tout ça. Je vous propose qu'on fasse une courte pause et ensuite, on va peut-être parler un petit peu de comment la rue des femmes a développé un peu différentes maisons au fil du temps et quels sont les projets pour la suite et comment on peut vous aider. Parfait, merci. Nous sommes de retour en studio et sur YouTube avec Anne-Gaëlle Whiteman de la maison Jacqueline de la rue des Femmes. Dans cette semaine
spécial pour parler de l'itinérance, des défis que ça représente. On a eu il y a 2 semaines André Fauché d'un organisme Un cœur pour les autres qui nous disait à quel point au départ il avait beaucoup de préjugés envers les itinérants et ça a été tout un travail pour lui de sortir de ces préjugés-là. Et plus il les connaissait, plus il a été en mesure de changer un peu son regard. Et on parlait, Anne-Gaëlle et moi, de cette perception-là que les gens ont parfois de dire qu'ils se prennent en main ou qui sont simplement des gens... Qui vivent sur nos crochets avec l'aide sociale, que justement, ils sont des fainéants ou alors qui veulent pas s'aider. Je vais juste rappeler que quand il fait moins 40 l'hiver, même s'il fait moins 20, même moins 15, personne n'est dans la rue par choix. Ouais. Personne. Ça, c'est un des plus grands préjugés de penser que les personnes en état d'itinérance veulent être dans la rue. Beaucoup d'entre elles ne veulent pas aller dans les ressources d'hébergement parce que ce sont des adultes. Ils veulent pas avoir à se faire dire tu dois rentrer à telle heure, tu peux pas, il faut que tu sortes à telle heure, tu peux pas ouvrir le placard, tu peux pas regarder la télé comme tu veux, tu demandes pour ci, demandes pour ça. C'est humiliant. Aussi, pour un adulte. Nous, à la Rue des Femmes, on n'est pas dans une optique d'éducation. Ouais, parce qu'on n'est pas là pour éduquer une femme. De la même façon que quand on a une jambe cassée, on a une fracture, on fait de la physiothérapie, c'est pas pour nous réapprendre à marcher. On sait marcher. C'est pour simplement remuscler autour et permettre de moins boiter par la suite. Ouais. Donc, c'est ça qu'on fait à la Rue des Femmes. Et quand on voit des personnes, surtout maintenant, je sais, c'est épouvantable ce qui se passe dans les villes, et reste que c'est toute cette itinérance visible qu'on voit, ce sont les cas les plus souffrants maintenant et qui vont demander des années justement de travail pour pouvoir les soigner et en prendre soin. Donc, il faut les voir comme des personnes qui sont très souffrantes, parfois les plus souffrantes de notre société, complètement abandonnées. La consommation aussi de drogue ou autre, c'est... Des facteurs de comorbidité qui prévalent ensemble, qui s'accompagnent. C'est ça. Parce que la drogue, c'est pour geler la souffrance intérieure. Hein, c'est pas parce que... ils aiment ça ou quoi que ce soit, mais parce que ça diminue la souffrance. Comme on va chez le dentiste, on va nous geler pour enlever la douleur. Elles, c'est la même chose. Ça détruit aussi leur vie. Elles en sont conscientes. Elles rêvent d'autre chose, mais... Le chemin qui est tracé, c'est tellement au niveau complexe. Du cerveau est tellement tracé. Elles se sont habituées à quelque part. Je sais, parce qu'elles s'habituent, elles ont développé des moyens. Je ne pense pas qu'elles s'habituent. Je ne pense pas qu'on puisse s'habituer à autant de souffrance. Par contre, des processus cognitifs de dissociation prennent le dessus au moment où on vit toutes ces horreurs-là, de toute façon au quotidien. Hein. Donc... c'est pas une habituation qui est... C'est de la survie. C'est de la survie. Point à la ligne, quoi. Et la Rue des Femmes a développé au fil du temps différentes maisons, différents endroits. Donc, la maison Olga au départ, le centre Dahlia, et maintenant, il y a la maison Jacqueline. Qu'est-ce que fait de spécifique? En fait, maintenant, on est organisé pour à peu près faire l'image d'une structure qui a 3 niveaux, 3 paliers de soins. Donc la maison Jacqueline, c'est vraiment, puis maintenant avec la violence qui se passe dans la rue dont tout le monde entend parler, la maison Jacqueline, c'est des lits d'urgence avec un centre de jour qui est ouvert toutes les semaines, tous les jours, et c'est devenu un hôpital de guerre. En fait, une salle d'urgence d'hôpital de guerre. À l'époque, quand on a ouvert, je disais que c'était une salle d'urgence. Hein, mais là, c'est vraiment... On a des femmes qui nous arrivent poignardées, qui nous arrivent... c'est vraiment d'une atrocité. La maison Olga, c'est la première maison qu'on a montée. Donc là, on a 20 chambres
avec salle de bain individuelle. Donc, les femmes retrouvent toute leur dignité et un centre de jour. Puis, c'est là aussi qu'on a toutes les activités spécialisées thérapeutiques et autres. Et la maison d'Alia, qui maintenant s'appelle la maison Dorimène, ce sont 12 studios supervisés où quand les femmes... on y va selon le rythme de chaque femme. C'est pas selon un plan d'intervention de 3 mois avec des choses à accomplir. Puis, si tu les accomplis pas, on te met dehors parce que tu n'es pas proactif dans tes démarches. Il y en a qui vont passer beaucoup de temps au niveau de l'urgence, puis tranquillement aller vers la stabilisation à la maison Olga, puis aller en studio, parce que l'idée, c'est toujours un pas en avant, deux pas en arrière. Ouais. Mais le pas qu'on fait en avant, il n'est jamais perdu. Donc, c'est beau. Oui, c'est ça. Donc, on y va à leur rythme, parce que quand on travaille autant de souffrance, c'est pas une montée en flèche comme ça. Et l'idée, c'est de justement pas recréer de nouveaux échecs et de nouvelles culpabilités qu'elle pourrait ressentir à pas avoir réussi à nos yeux. Oui. Et à la maison Jacqueline, il y a une durée sur 3 jours. Oui, c'est 3 jours. On a été obligés, on a 20 lits, mais on loge 24 femmes, plus on a les lits de jour aussi. C'est 3 jours. Il y en a qui ne peuvent pas faire 3 jours déjà. Et ça permet à toutes les femmes de pouvoir dormir au moins une fois dans un lit aux 10 jours, je dirais. Donc, on est obligé, parce que sinon on devient comme tous les autres hébergements qui faisaient de l'urgence et qui maintenant ont des programmes où ils peuvent rester jusqu'à 4 mois. Mais pendant ce temps-là, les cas les plus lourds se retrouvent dehors pendant 4 mois aussi, avec pas d'accès nulle part. Donc, c'est une alternance. Oui. Puis, ils reviennent dans le centre de jour. Et puis, on repart à la base. J'en ai qui n'ont ni carte d'assurance maladie, qu'elles n'ont pas d'aide sociale, qu'elles n'ont rien. Et il faut refaire tout ça au fur et à mesure. Donc, on repart à zéro au niveau des démarches, mais en respectant le rythme de la femme. Dans les programmes ou l'approche de la santé relationnelle, je me rappelle que j'avais une discussion avec mon ex-belle-maman qui était intervenante là-bas. On avait parlé de la beauté, que la fondatrice Léonie Couture avait voulu que les lieux soient beaux et qu'elle s'était fait dire, mais pourquoi créer de beaux lieux pour des femmes itinérantes? C'est fou, hein? C'est fou, hein? C'est comme si c'était une sous-classe. Hein? Oui, la c'est beauté, important. Ça stimule à vouloir la beauté meilleur. Extérieure, exactement. Oui. Puis ça permet que la femme puisse toucher sa beauté intérieure aussi. Hein? Ça amène de la sécurité, ça amène une valorisation. Tu as le droit, toi aussi, d'être... Oui, donc des belles chambres, des beaux draps. On n'a pas de la nourriture maison, on a des cuisinières sur place, de la nourriture maison, vraiment, ça c'est au cœur de la rue des femmes. Un accueil inconditionnel et toute cette compréhension et reconnaissance des blessures relationnelles et du fonctionnement du système nerveux autonome et on recrée un petit peu une dynamique familiale saine où on reprend l'enfant à l'âge de ses blessures. Alors qu'elle a vécu dans des milieux puis ça peut remonter même dans le ventre de la maman, un enfant du viol, une mère battue, ou l'enfant dans sa conception est conceptionné, si je puis dire, déjà dans un instinct de survie. Donc, on reprend à partir de l'âge des blessures et puis on accompagne ces femmes qui font leur propre processus de guérison au travers de tout notre programme et ailleurs, qui vont en thérapie aussi par moment, qui reviennent, tout ça. Et à un moment donné, leur capacité à retrouver ce potentiel et ce sentiment de sécurité intérieure fait qu'elles peuvent s'ouvrir à l'autre. Parce que pour elles, faire confiance à quelqu'un... C'est équivalent à la mort dans toutes ces façons de le voir, parce que papa ou maman ou les membres qui devaient m'aimer m'ont tellement fait mourir plusieurs fois en m'abusant ou en me faisant des violences. C'est des morts, ce sont des morts de l'âme à chaque fois. Hein. Donc faire confiance à quelqu'un, c'est me mettre en danger. Et vous allez remarquer que les femmes itinérantes... en tout cas, moi, toutes celles que je connaisse, elles vont rire aux larmes ou elles vont pleurer, crier aux larmes. Mais le sourire, elles ne peuvent pas sourire. Parce que sourire, c'est donner une part de son propre sentiment de sécurité à quelqu'un
pour l'apaiser. C'est ça un sourire. Et nos femmes, plus leur processus de guérison avance, et plus elles se mettent à sourire. Quelque chose qui oui, c'est j'imagine fascinant. pour vous, pour les intervenantes, c'est une récompense extraordinaire. Encore faut-il rester longtemps, parce que les intervenantes qui ne restent pas assez longtemps, elles vont dire ça fait rien, mais comme je dis, c'est quand on a 30 ans dans la rue ou 10 ans dans la rue, puis qu'on est en état de survie depuis l'âge de 2 ans ou 1 an ou 3 ans, c'est pas en 3 mois qu'on va soigner ça. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais quand la blessure est réparée, on sait marcher encore. J'ai plein d'autres questions, mais je vais profiter de la dernière rapidement. La question de mon ex-belle-maman. Comment vous trouvez que les approches en itinérance ont évolué au fil du temps? C'est difficile parce qu'il n'y a pas d'approche. Vraiment. Nous, on a une philosophie, on amène quelque chose de nouveau. Ça demande, comme un peu partout, un revirement complet. Mais c'est surtout que le danger, c'est la vision unique de logement d'abord. Oui. Ce que vous nous expliquiez au début, d'avoir vraiment la lorgnette de se loger plutôt que de travailler à la source. Et comme vous le disiez un petit peu en introduction, tout l'apport des neurosciences. Oui, mais le logement est ultra important aussi, mais c'est peut-être pas ce qu'il faut mettre en place dès le début, ou en tout cas, ça prendrait plusieurs places, des petites maisons, des choses plus taille humaine. Elle m'avait dit que vous étiez une grande dame, et je comprends maintenant pourquoi elle a eu ce coup de cœur. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle, d'avoir été avec nous. On veut en savoir davantage sur la rue des Femmes, la maison Jacqueline. Votre site Internet nous dit tout. Un grand merci. Merci à vous. Au revoir. Merci pour elle. Et c'est ainsi que se termine encore une riche émission organisée grâce à notre fameuse équipe, Catherine, Mathieu, Jean-Sébastien et Chantal Doré au micro pour donner la parole à ces merveilleux héros anonymes. Soyez à l'antenne la semaine prochaine.